Dans la vie, je me suis souvent demandé ce que c'était qu'être un leader et qu'est-ce qui faisait que certaines personnes que je voyais étaient des leaders. Qu'est-ce qui avait fait qu'elles avaient pris cette position-là? Qu'est-ce qui avait fait que les gens avaient suivi ces personnes-là? Et j'ai toujours été fasciné par les mouvements qu'entraînaient des personnes qui sont leaders de leur mouvement, en bien ou en mal d'ailleurs. Et j'ai toujours été fasciné par ça, par la façon d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre de Seth Godin qui s'appelle Tribes, donc la tribu. Et il explique pourquoi est-ce que c'est nécessaire de créer une tribu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble justement pourquoi est-ce que c'est nécessaire de créer une tribu et comment est-ce qu'il nous conseille de le faire. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que si c'est des trucs qui te parlent, et ben, tu pourras apprendre des choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, je fais des vidéos, j'en fais une par jour. Je me suis lancé le défi d'en faire une par jour pendant un an pour voir un petit peu ce que ça m'apporte de faire tout ça. Et aujourd'hui, la notion de tribu, de créer sa tribu, sa communauté, elle est intimement liée avec mon projet, puisque j'ai pour vocation, à travers ces vidéos et à travers ce challenge-là, de créer des liens, de créer une communauté, de créer une tribu de personnes qui partagent les mêmes choses que moi, les mêmes valeurs que moi, et veulent avancer vers un objectif commun. Et justement, par rapport à ça, Seth Godin nous dit qu'aujourd'hui, nous vivons une époque dans laquelle il est possible pour n'importe quel individu de pouvoir modifier sa destinée. Aujourd'hui, le fait de créer du contenu sur les réseaux, et je trouve ça assez fabuleux parce que peu importe ce que tu as envie de créer, eh bien, tu peux avoir des gens qui vont être fans de toi. Tu peux être par exemple passionné par la pêche et te filmer en train de pêcher et expliquer pourquoi tu kiffes la pêche, les poissons, tout ça, tout ça. Et en fait, tu vas pouvoir à un moment donné vivre de ça. Parce qu'il y a des gens qui vont te demander des conseils parce qu'ils vont avoir connecté avec toi, ils vont avoir aimé ta personnalité et du coup, ils vont vouloir avoir plus de conseils, peut-être même du coaching par rapport à ça, ou peut-être même organiser des sessions de pêche. Et je trouve ça génial qu'aujourd'hui, n'importe qui a une passion, qui a envie de discuter de quelque chose, et ben, il peut y arriver. Et la dernière fois, je regardais un YouTuber américain qui a créé une chaîne YouTube sur le fait de créer une chaîne YouTube. C'est-à-dire que le mec s'est lancé comme défi il avait envie depuis super longtemps de faire une chaîne YouTube. Il ne l'a pas fait, il l'a repoussé, on va voir pourquoi après dans cette vidéo il a repoussé ça pendant des années. Et puis un jour il s'est dit vas-y j'ai envie de la faire, mais il ne savait pas sur quoi faire. Donc il s'est dit bah, je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire des vidéos sur comment est-ce que je fais des vidéos. Et aujourd'hui il vit de ça. C'est-à-dire qu'il aide des gens qui ont plus de, je crois que c'est plus de 40 ans, il s'est niché un petit peu, il aide les quadragénaires à développer, à créer une chaîne YouTube. Donc je trouve ça génial. Il explique que, Seth Godin explique que malgré le fait qu'aujourd'hui, la majorité des personnes peuvent créer leur tribu, peuvent créer leur communauté et en vivre et partager des choses avec ça, la plupart ne se lancent pas par peur et par peur et surtout du peur du jugement des autres. On verra après, c'est pas tant la peur d'échouer, c'est la peur du jugement des autres qui paralyse. Et il explique que les personnes qui aiment le plus leur travail, aiment le plus faire une activité, ce sont les personnes qui ont le plus l'envie, la vocation, l'initiative, l'énergie d'améliorer de l'amélioration, voilà, d'améliorer leur travail. C'est-à-dire que la personne qui est passionnée de mécanique, c'est elle qui va aller chercher les différents types de mécanique, les différents leviers, tout ça, pour aller innover, pour aller faire progresser dans sa profession. Il explique que finalement, le fait de prendre une passion ou quelque chose que tu aimes faire et de parler de ça, ou même de parler de ton apprentissage de le faire, comme ces vidéos YouTube, je ne suis pas un YouTuber, j'apprends à le devenir en faisant des vidéos YouTube, j'apprends des choses et je vous partage ces choses que j'apprends. Et en fait, le fait de le faire, ça permet de progresser et puis ça permet de trouver en faisant la chose, en faisant la tâche, les outils pour faire cette tâche comme il faut. Je ne sais pas si je suis assez clair quand l'idée que je veux exprimer, c'est que t'as pas besoin, ce qu'il explique, c'est que tu n'as pas besoin d'être spécialiste, tu n'as pas besoin d'être bon, tu n'as pas besoin d'être un expert dans le domaine pour en parler. Et que c'est plus tu vas en parler, plus tu vas t'exposer à cette problématique-là, à ce domaine-là, plus tu vas trouver les outils pour justement progresser, tes propres outils pour progresser dans cette chose-là. Et finalement, c'est pour ça qu'il explique qu'on devient des experts
personnel, c'est-à-dire qu'on a une expertise qui nous est propre et qui est irremplaçable et qui ne peut pas être copiée. Parce que finalement, en plus, combiné avec un personal branding, ça fait que notre savoir, notre façon, notre communauté, elle va être connectée à nous-mêmes et elle ne pourra pas être copiée. Il explique aussi le leadership. Le leadership, c'est toute la partie non pas de management, parce que justement, il en parle après de la différence entre manager et puis diriger, dans le sens donner le lead, avoir du leadership. On va dire que manager, c'est faire en sorte, avec les ressources données, d'obtenir le meilleur résultat, alors que sa vision du leadership, c'est plutôt apporter de nouveaux éléments pour que le groupe, la tribu, ait plus de résultats. C'est-à-dire que dans le management, on va faire avec ce qu'on a déjà, alors que dans le leadership, on va apporter, on va pousser on va favoriser la croissance pour avoir de meilleurs résultats. Et il dit finalement qu'être le leadership, c'est pas compliqué, mais on a appris à l'éviter, justement, on va voir beaucoup par peur du jugement des autres. Et il dit que être leader, c'est créer un changement auquel on croit. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va suivre une personne? Pourquoi est-ce qu'on va écouter une personne? Pourquoi est-ce qu'on va acheter les choses que propose cette personne-là? Parce qu'on est convaincu et on est porté par la vision, par la mission de la personne qu'on a en face. C'est là où, par exemple, les très bons vendeurs ont beaucoup d'énergie, développent beaucoup d'énergie, arrivent à faire projeter la personne parce que du coup, il y a tout un discours qui fait que ça donne de l'énergie et on croit au changement qu'on va apporter à la personne. Si vous achetez cette voiture-là, vous allez vous sentir comme ça, je vous le garantis. Vous vous sentirez comme ça, les voisins ils vont dire ça, vous serez la fierté de votre entourage. Enfin, tous ces trucs-là, qui fait que la personne, elle croit vraiment que ça va changer la vie de la personne. Et du coup, on a envie de croire aussi à ce récit-là, on a envie de croire à cette narration-là. Et donc, du coup, on va adopter finalement ce narratif qui nous est proposé. Donc, être leader, c'est créer un changement auquel on croit. Et il dit qu'effectivement, le vrai obstacle, ce n'est pas l'échec, c'est la peur de la critique. Parce que l'échec, il est surmontable, la critique, elle fait très mal, et on va voir justement après quels sont les leviers justement des personnes qui nous critiquent pour nous mettre à terre et éviter justement qu'on recommence à faire ce que l'on aime. Il y a deux éléments qui créent une tribu, un intérêt commun et un moyen de communiquer. D'accord ? Et dans la communication, il distingue plusieurs voies entre le leader et la communauté et le leader, entre les membres de la communauté, donc une conversation plutôt horizontale, et une conversation entre les membres de la communauté et des gens qui ne sont pas dans la communauté. Et il dit qu'il faut travailler sur ces quatre aspects-là. Si aujourd'hui vous êtes créateur de contenu et que vous avez une communauté, il faut travailler sur ces 4 points. Comment est-ce que je m'adresse à cette communauté? Comment ma communauté s'adresse à moi? Comment les membres de la communauté échangent entre eux? Et comment est-ce qu'ils échangent en dehors de la communauté? Voilà. Le rôle du leader, c'est de transformer l'intérêt partagé en but passionné. C'est donner des outils de communication et c'est d'aider la tribu à grandir et à s'unifier vers un objectif commun. Quand tu regardes les grands mouvements religieux ou les grands mouvements sectaires, les grands mouvements politiques, on a à chaque fois une mise en place d'un objectif commun. On fait partie, on devient un élément d'un système plus grand qui nous dépasse et qui nous amène vers autre chose, vers un changement radical au niveau de vie, un changement politique, religieux, spirituel. Il y a toujours ça, le fait de sentir en fraternité, le fait de se sentir entouré par des membres qui nous comprennent, qui vivent la même chose que nous et avec qui on peut échanger, donc les moyens de communication, et avec qui on va vers un objectif commun. Et ça, c'est très important, de donner ces deux choses-là pour que la communauté elle puisse s'enrichir et puis se transformer vers quelque chose de mieux. Il nous dit également qu'un mouvement se construit sur un récit, donc l'histoire, d'accord? L'histoire, c'est qui nous sommes, plus l'objectif que l'on veut atteindre. Donc ça, c'est le récit, une connexion entre le leader et la tribu, et des actions concrètes et qui vont permettre justement de renforcer l'engagement des membres de la tribu au sein de cette tribu-là. Et on voit par exemple sur tout l'aspect des religions, où on a des actions qui sont faites sur des rituels, à des moments particuliers, qui dictent finalement la vie des individus et qui leur permet
qui leur permettent de se sentir beaucoup plus engagés. D'accord? Quand on sait que tous les dimanches on va à la messe, ça nous engage, notre personnalité est modifiée par ça. Quand on sait qu'on fait des prières tous les jours, on change notre identité par rapport à nos actions. Et donc, on peut appliquer la même logique pour des communautés avec des actions mises en place fréquemment pour engager les membres de la communauté. On va parler maintenant de la peur de la critique. Effectivement, ce que nous dit l'auteur, c'est que ce n'est pas la peur d'échouer qui nous empêche de créer ce que l'on veut, qui nous empêche de partager ce que l'on souhaite, qui nous empêche d'entreprendre ce que l'on souhaite. C'est la peur de la critique, la peur d'être jugé par les autres. Et c'est même l'anticipation des critiques, parce que finalement, des critiques, il y en a quand même assez peu. Sur Internet, il y en a beaucoup, des haters, mais en vrai, il y en a quand même très très peu. Ce qu'il dit, c'est que pour se détacher de cette critique-là, il faut faire le poids entre l'effet négatif que la critique va m'apporter face aux effets bénéfiques que mes actions vont m'apporter. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et en général, ça vaut énormément le coup de faire une action parce que la critique, elle va être tellement en fait passagère que ça devrait aller. Et il dit qu'en fait, la critique, quand quelqu'un nous critique de manière froide, c'est-à-dire sans aucun argument, en fait, il le fait pour blesser, il entraîne les autres avec lui parce qu'il donne le chemin de la critique facile. Et en plus de ça, il ne donne pas, et c'est quelque chose d'assez lâche, puisqu'il ne donne pas les arguments pour pouvoir débattre justement sur son point de vue. Donc en fait, quand il dit juste t'es une merde, et en fait c'est assez lâche de le faire parce que finalement il ne s'expose pas. Il ne s'expose pas parce qu'il ne donne pas des arguments construits pour que l'on puisse en parler justement. Est-ce que vraiment oui, je suis une merde ou pas? Et en fait il ne le fait pas. Comme ça, lui pour le coup, il a peur également de la confrontation par rapport à ses idées. Ensuite, il parle des hérétiques. Pourquoi est-ce qu'on va aller plus souvent vers des personnes assez clivantes plutôt que des gens qui sont dans la moyenne, on va dire, au niveau des avis, au niveau des prises de parole, des prises de position. Et en fait, tu vas le voir, hein, c'est les individus qui sont vraiment clivants qui entraînent le plus de personnes, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais au moins, ça, on parle d'eux, tu vois. Là, dernièrement, ces dernières années, il y a eu Andrew Tate avec un personnage extrêmement clivant, mais qui a su en fait balayer le statu quo, c'est-à-dire la bien-pensance, qui a dû apporter un nouveau narratif, apporter une nouvelle explication à des problématiques que pouvait rencontrer son audience, et du coup, avec une vision commune, les a embarqués, et du coup est devenu multimillionnaire avec ça, quoi. Et surtout, il s'est entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que lui. L'auteur nous conseille également de privilégier une tribu une petite tribu plutôt qu'une tribu extrêmement grandie. Il conseille de d'abord resserrer les liens entre les membres de la tribu, hein, quelques personnes, une dizaine de personnes, pour ensuite, une fois que ce noyau central est extrêmement unifié, pouvoir étendre la structure de la tribu. Et à la fin, il parle, et on va terminer sur ça, sur le fait qu'il y ait peu de leaders. Dans un groupe, il y a un leader. Quand il y a un autre leader qui veut rentrer ou qui veut s'installer, en général, il y a un conflit qui se fait et soit l'ancien leader perd sa place ou soit c'est quand même assez rare qu'il y ait une cohabitation entre les deux et sinon, le groupe se sépare. Il y a une scission qui se fait. Et il explique qu'en fait, il y a peu de gens qui vont accepter l'inconfort de devenir leader. Parce que être leader, c'est s'exposer, c'est prendre la parole pour le groupe, c'est prendre les conséquences pour le groupe. Et il est beaucoup plus facile de se contenter qu'une autre personne dicte nos vies, fasse les choix à notre place, plutôt que se positionner en tant que leader de nos propres vies et de décider à notre place. Donc, et je pense que c'est OK, il y a des gens qui sont faits, il prend l'exemple de personnes qui sont faites pour bosser à l'usine. Il y a des personnes qui adorent bosser à l'usine parce qu'il y a une sécurité, parce qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. Pour le cerveau, c'est extrêmement facile, agréable, qu'on lui dise tu vas faire la même chose de 9h jusqu'à 16h, exactement la même chose, tu n'as pas besoin de réfléchir et tu n'as pas de conséquences par rapport aux actions que tu mets en place, que tu fais. Et pour le cerveau, c'est vachement satisfaisant, c'est très sécurisant.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler à l'usine plutôt que être patron. Tu vois, il y a des personnes qui préfèrent être à leur compte, enfin qui préfèrent être à leur compte que être salarié, et puis d'autres qui préfèrent être salarié qu'être à leur compte. Ça dépend vraiment du tempérament, ça dépend de l'expérience de vie. J'ai rencontré des gens qui avaient tenu des restaurants, qui étaient patrons de restaurants, et qui avaient le choix d'arrêter leur restaurant parce que trop de stress, trop de complexité, pour revenir au salariat. Et ils me disaient que, en fait, ils étaient très bien au salariat parce qu'au moins, ils ne s'embêtaient pas avec toute la gestion de l'entreprise. Et l'auteur explique que c'est la rareté finalement des leaders qui en font le, le côté précieux et le côté puissant. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a peu de leaders que, qu'ils sont intéressants et que surtout ils sont puissants. Ils peuvent créer des mouvements de foule parce qu'ils sont peu nombreux et ils représentent la foule, ils représentent les personnes qui ne souhaitent pas être à leur place. Et je pense qu'il y a vraiment un côté d'être leader dans certains domaines d'ailleurs, hein, des choses qui nous passionnent, des choses qui sont faciles pour nous et que des personnes ne voudraient pas forcément faire. Et bien là, on peut se placer en tant que leader naturel, puisque finalement c'est naturel pour nous de le faire. Et finalement, on aide les personnes qui ne souhaitent pas être leader dans ce domaine-là à ne pas l'être. Et en fait, ils nous mettront sur cette place de leader si on arrive à prendre les coups pour les personnes, s'exposer à la place des personnes. Et dans ce cas-là, on aura un échange entre les deux, c'est-à-dire cette personne-là dit ce que l'on n'ose pas dire, dit tout haut ce que l'on dit tout bas, ce que l'on pense tout bas. Et du coup, il y aura vraiment cette notion de légitimité et d'autorisation, d'autorité pour le leader. C'est-à-dire que les gens, la tribu, va accepter tacitement, d'accord? Sur un contrat tacite, il y a pas de, c'est pas marqué, mais il y a un contrat tacite que je fais confiance à cette personne-là pour me driver sur cette compétence-là. Et il faut faut que la personne elle soit autorisée à le faire. J'autorise cette personne-là à le faire. Il faut qu'elle ait l'autorité. Je reconnais que cette personne-là a les compétences pour être le leader sur ce domaine-là. Et quand vous avez ces deux choses-là, autorité et autorisation, eh bien, vous êtes un leader naturellement pour ces personnes-là, pour ce groupe, cette tribu-là. Voilà cette vidéo sur la tribu. Je continuerai de lire ce livre, je ne l'ai pas encore terminé, il est très intéressant. Si ça vous a plu, je vous laisse liker, vous abonner et puis commenter. Est-ce que vous avez été leader d'une communauté ou d'un groupe? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je lis tous les commentaires. Je fais une vidéo par jour. C'était Lucas. Ciao, ciao.